Bonjour, bienvenue dans Sunday Night Live, même si on n'est pas dimanche. Ni dimanche, ni la nuit. Ni la nuit. Mais nous sommes dans les jardins de l'UNESCO, dans le jardin japonais de l'UNESCO, avec mon invité Thomas Joly, qui est directeur artistique des cérémonies olympiques. Et paralympiques. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue. Merci. Que signifie l'UNESCO pour vous ? C'est évidemment la préservation de patrimoines mondiaux qui sont comme des grands repères, des grands piliers de notre humanité. À la fois le matériel, l'immatériel, les archives, c'est notre trace en fait. La trace que nous laissons, que les êtres humains laissent à travers les siècles, qui est préservée, qui est toujours porteuse de puissance symbolique. Savoir d'où on vient, c'est peut-être important pour savoir où on va et où on est aussi. Et concernant les Jeux Olympiques, c'est quelque part l'un des monuments humains les plus anciens. Alors il y a eu une grande trêve parce qu'il y a d'abord eu les Jeux Olympiques antiques et puis les Jeux Olympiques modernes fondés par Pierre de Coubertin, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de ce monument humain qui regroupe le monde entier. À ce titre, je trouve que c'est plutôt assez judicieux d'être ici aujourd'hui pour en parler. Et puis parce que nous sommes dans le jardin zen de l'UNESCO. À l'endroit des Bouddhas. Et de la paix. Voilà. Je crois que c'est aussi une valeur qui relie l'UNESCO et ses cérémonies, en tout cas les Jeux Olympiques en règle générale. Et puis au-delà de ça, quelle bonne idée encore, parce que pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture quittera le stade et s'inscrira dans le centre de Paris, sur la Seine, les quais de Seine qui sont au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, la boucle est bouclée. Voilà. Alors, quelle était votre inspiration pour les cérémonies ? Comment est-ce que vous trouvez l'inspiration ? J'imagine que vous avez regardé des cérémonies précédentes. La cérémonie de Londres avait la reine Elisabeth, avait James Bond, donc j'imagine que Paris sera très différent. Oui, parce que les rois, on leur a coupé la tête ici en France. Mais d'abord, je tiens à dire que ce caractère inédit de la cérémonie, de la sortir du stade et de l'inscrire au cœur de la ville, ça c'est pas mon idée. C'est l'idée de Thierry Reboul, qui est le directeur des cérémonies au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et moi j'ai hérité de ce concept. Et quelle chance! Parce que d'abord j'hérite d'un décor. Un décor qui, n'est pas à construire puisqu'il est déjà construit, et puis qui va servir d'écrin au passage des athlètes. Alors l'inspiration, d'abord, je l'ai trouvée en naviguant sur la Seine, en traversant ces 6 kilomètres. C'est vrai, vous avez pris des bateaux-mouches ? J'ai pris les bateaux, pas que des bateaux-mouches, des petits bateaux, des bateaux-mouches. J'ai marché le long des quais, sur les ponts, sur tout le parcours de ces 6 kilomètres entre le pont d'Austerlitz où les athlètes vont entrer et puis le pont d'Iéna, donc la Tour Eiffel, le Trocadéro, où les bateaux vont faire accoster les athlètes pour le grand final de la cérémonie devant la Tour Eiffel. Donc voilà, d'abord l'inspiration, elle vient de là, de qu'est-ce que nous racontent ces pierres, qu'est-ce que nous racontent ces monuments, qu'est-ce que nous raconte cet assemblage finalement de l'histoire de France, pas de manière chronologique d'ailleurs, qui s'assemble comme ça le long des quais. On a puisé avec des auteurs et des autrices en fait dans ces sites, dans ces ponts, dans ces quartiers aussi qu'on traverse, des grandes thématiques pour créer ce fil narratif tout au long de la cérémonie. Et puis l'autre inspiration, c'est évidemment celle des Jeux Olympiques, de leur fondation. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le mythe qui enrobe les Jeux Olympiques, c'est que on est, je crois, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le roi Iphitos en Grèce, pour contrer une épidémie de peste et les guerres intestines qui divisaient le monde grec, va voir l'oracle qui lui dit qu'il faut reprendre les courses d'Olympie et donc refonder les Jeux Olympiques. Et ça veut dire que les Jeux Olympiques s'inscrivent dès leur origine dans une démarche curative, guérir, et puis une démarche de paix.
à ramener la paix. Et ces deux valeurs-là, elles sont aussi évidemment importantes et elles traverseront l'ensemble de la cérémonie. Puis une autre inspiration, c'est la scène elle-même, le mythe de la scène de Sequana, une nymphe qui, pour échapper à la violence d'un homme, même si c'est un dieu, d'un homme, pour échapper à sa violence, va se transformer en fleuve. Cet homme, ce dieu, c'est Neptune. Et donc la scène, c'est aussi l'incarnation d'une femme puissante qui résiste à la violence masculine. Oui. Donc toutes ces thématiques-là permettent de créer un grand fil narratif qui va déployer toutes ces valeurs-là le long de la cérémonie. Et travaillez-vous simultanément sur les différents scénarios, c'est-à-dire au cas où la cérémonie n'est pas lieu sur la scène, vous devez faire en même temps toutes ces cérémonies? Alors non seulement je travaille sur la cérémonie d'ouverture, mais aussi de clôture, oui. mais aussi d'ouverture paralympique, place de la Concorde, autre grand site merveilleux, magnifique, au cœur de Paris, autre innovation de sortir pour la première fois aussi la cérémonie d'ouverture paralympique dans la ville avec une descente des Champs-Élysées, des athlètes, ça risque d'être aussi très très beau. Et puis je travaille aussi sur la clôture paralympique, donc ça c'est mon travail. Et en plus effectivement, parce que nous avons décidé de faire un spectacle vivant, et là pour le coup vraiment on y est, le vivant c'est un fleuve, le vivant c'est un ciel dont on ne connaît pas encore la couleur ce jour-là, le fleuve on n'en connaît pas encore le courant, on n'en connaît pas encore la hauteur, et puis le vivant c'est aussi le bruit du monde. Nous travaillons évidemment en écho à l'actualité, à tout ce qui peut se passer partout. Les Jeux Olympiques, enfin la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sont pour moi, on a parlé de Londres, on pourrait parler de n'importe laquelle, sont toujours une photographie pour moi d'un pays au moment où elle se passe, cette cérémonie. Et de ce pays dans le monde. Et bien là, c'est vraiment à ça qu'on travaille. Donc cette porosité entre écrire et caler entre guillemets le show et l'ensemble de la cérémonie, mais aussi rester poreux à ce qui se passe, non seulement l'actualité, mais aussi le caractère naturel, le fleuve, le ciel, crée une sorte de gymnastique artistique qui est assez ébouriffante, je dois le dire, mais qui est passionnante et qui, pour moi, qui arrive du théâtre, donc du spectacle vivant, n'est pas très nouvelle en fait. C'est quelque chose que j'ai l'habitude, avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Et puis il y a une sorte d'humilité qu'il faut avoir, oui. Nous ne maîtriserons pas tous les éléments ce soir-là, je parle du fleuve et du ciel, mais nous avons développé avec mon équipe ce qu'on appelle des plans de contingence. Vous voyez, tout ça n'est pas très poétique, mais cela dit très pratique quand même. Plan de contingence pour s'adapter au niveau de la scène, au courant, à s'il y a des intempéries, une canicule aussi, pas que des orages. Même si moi je crois, et je me dis que s'il y a un orage d'été, d'abord ça ne dure pas très longtemps, en été, et ça peut être très cinématographique, très spectaculaire aussi. Donc bon, après voilà, la sécurité évidemment des spectateurs, des athlètes et des artistes sera la priorité. On travaille à une cérémonie qui va devoir rester poreuse au réel. Est-ce que vous avez un chaman dans le secteur que je connais bien, la mode, les maisons de mode? Il paraît, oui. elles ont des pour chamans. La météo. Voilà. Moi non. Non. Moi non, mais j'ai eu des signes. Parce qu'on devient mystique à force. J'ai eu des signes. Figurez-vous que, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je vous le raconte quand même parce que pour moi ça a été important. L'été dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le mois de juillet à Paris était absolument terrible. Gris, pluie, il y a eu même de la grêle, orage, etc. Et moi j'avais besoin en fait de vérifier la lumière ce jour-là, parce que autre décision que j'ai prise, c'est d'utiliser pour au moins les 2/3 de la cérémonie la lumière naturelle, de ne pas rajouter d'électricité, d'énergie, de dépenses d'énergie sur cette cérémonie, et puis surtout parce que c'est quand même l'un le plus spectaculaire des projecteurs, ce soleil, d'autant plus sur les pierres des monuments de Paris. Au moment du coucher de soleil, Paris est absolument éblouissant. Éblouissante d'ailleurs, parce que Paris peut-être est une femme. Au mois de juillet dernier, il faisait très gris, et donc je me suis dit que je ne pourrais pas faire mes calculs de lumière. Mais le 26 juillet 2023, à 19h30,
le ciel s'est dégagé. Je vous assure que c'est vrai. Et j'ai pu... Un an jour pour jour. Exactement, un an jour pour jour. Et j'ai pu donc me promener le long de la Seine pour vérifier, selon l'horaire, comment est-ce que le soleil allait se refléter dans l'eau et sur les fenêtres et sur les pierres des bâtiments, etc. Est-ce qu'on peut revenir à vos débuts? Vous avez grandi en Normandie et j'ai lu que vous animiez une émission de radio à 5 ans. Ah, pas à 5 ans, Ah oui, parce que je trouvais ça très jeune. 8, 9 ans, 10 ans. Bon, c'est quand même oui, jeune. Non, mais ça, c'était une petite folie. Alors, j'arrive effectivement de Normandie, d'un tout petit village et d'une famille géniale, mais moyenne. On n'allait pas forcément au théâtre, au cinéma. Et c'est vrai que j'avais vu une série télévisée dans laquelle les deux héros animaient une émission de radio pirate pour aller sauver d'autres adolescents. Et j'étais fasciné, et donc effectivement, avec ma meilleure amie à l'époque, j'avais enregistré des cassettes d'émissions de radio qu'on avait envoyées aux radios locales, tout ça dans le dos de nos parents. Et il y en a une quand même qui nous a rappelé en disant « mais c'est vachement intéressant d'avoir des enfants qui animent une émission de radio ». Donc on l'a fait. Donc mes parents ont découvert tout ce projet. Et ça a duré 5-6 ans. J'ai animé une émission de radio pendant 5-6 ans. À cette période-là, j'avais entre 9 et 15 ans, quoi. Et après, comment êtes-vous arrivé au théâtre? Alors, très étonnamment, je suis arrivé au théâtre, je me suis longtemps posé la question, mais je crois que ça vient d'un livre. Un livre que m'avaient offert mes parents, un livre de Pierre Gripari qui s'appelle « 7 farces pour écoliers », qui sont donc 7 petites farces, donc comme son titre l'indique, à monter avec ses amis dans sa chambre pour les enfants. Et j'ai monté toutes ces petites œuvres dans ma chambre avec mes amis, ma sœur aussi, qui a longtemps été mon actrice principale. Votre muse. Et nous avons ensuite... et puis après, voilà, j'avais ce goût-là du jeu, de la fiction, du costume. Et ensuite, mon parcours a été celui vraiment d'un enfant du théâtre public, puisque j'ai intégré l'option théâtre au lycée. Et puis ensuite l'université de Caen en art du spectacle, puis une école régionale à Caen qui s'appelle l'Actea, qui est l'équivalent d'un conservatoire. Et puis ensuite une école nationale supérieure d'art dramatique à Rennes, au Théâtre national de Bretagne, jusqu'en 2006 où je suis sorti. Et là, mon choix a été de fonder ma compagnie de théâtre. Alors donc j'ai un parcours moi d'acteur. Et puis j'ai eu envie de rajouter la casquette de metteur en scène. Et voilà, depuis 2006, j'alterne. Vous jouez toujours? Je joue, je mets en scène, des fois je joue dans mes mises en scène, des fois je joue pour d'autres metteurs en scène, des fois je mets en scène et je ne joue pas dedans. Enfin voilà, et j'ai eu la grande chance après d'avoir des occasions, donc théâtre d'abord, et puis ensuite opéra, et puis récemment comédie musicale avec Starmania qui continue de tourner jusqu'à ce qu'on vienne me proposer cet extraordinaire projet des cérémonies. Et vous apparaîtrez pendant la cérémonie, vous serez où le jour J? Ah, vous parlez d'un caméo? Oui, c'est ça. Alors, caméo, j'en sais rien, mais où je serai, ça je sais. Je pense que je serai, très concrètement, je serai dans un centre de contrôle, au cas où. Avec 10 000 écrans. Voilà. Alors pas pour la régie télé, mais plutôt pour le bon déroulement de cet immense spectacle et pour prendre des décisions en cas d'adaptation, ce que je vous disais, justement, si il faut pour des raisons de lumière, d'intempéries, de crues ou autre. Bon après, il n'y a pas une crue. Il n'y aura pas une vague qui va arriver dans Paris, mais voilà, de réadapter au fil de l'eau, en fait, sans mauvais jeu de mots, le spectacle sur le moment. Il y a beaucoup de jeux de mots. J'ai entendu votre scène, puisque c'est la scène et c'est la scène. La scène, évidemment. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette photo d'Annie Leibovitz? Quelle chance j'ai eue! J'aimerais bien la montrer là, mais quelle chance j'ai eue! Oui. Est-ce que vous étiez vraiment dans la scène? J'étais vraiment dans l'eau. Oui. Et après, je ne dévoilerai pas les secrets d'une si grande artiste qu'est Annie Leibovitz. J'étais très... Non seulement j'étais très honoré, mais en plus, j'étais comme un gamin avec Annie. Vraiment, je l'appelle Annie, vous voyez, avec Annie Leibovitz, pardon, parce que j'ai ses bouquins chez moi. C'est une artiste, une photographe dont j'admire le travail depuis des années. Lorsque Vogue m'a proposé un entretien pour figurer dans le magazine, et qu'ils m'ont appris que la photo
serait faite par Annie Leibovitch, moi je suis tombé de ma chaise. Enfin vraiment, et puis on a eu des discussions en amont pour qu'elle m'explique le concept, etc. Et j'ai trouvé ça si théâtral, si ludique. Et en même temps, j'aime beaucoup l'esprit aussi un peu austère. Oui. Et à la fois signe noir, mais aussi vilain petit canard qu'elle a perçu chez moi. Et qui me touche parce que c'est vrai. Vous plaît, vous parliez d'orage, là on voit que le ciel est très couvert. Mais en fait, c'est tout ce que j'aime chez elle, c'est que ça devient spectaculaire en fait. Oui. Les personnages, les gens qu'elle capture, les décors qu'elle choisit, les lumières qu'elle choisit, les ambiances qu'elle crée autour, ça me raconte à chaque fois, c'est comme un spectacle. Vraiment pour moi, c'est comme un opéra ou un spectacle de théâtre. Et donc, d'abord, figurer dans un de ces tableaux, parce que c'est presque au-delà de la photographie d'un tableau, j'étais très honoré. Et en plus, je trouve qu'elle a vraiment su capter qui je suis. Moi, j'aime beaucoup la référence au vilain petit canard. Alors, je ne sais pas si c'est... Je l'ai pris comme ça, en tout cas, parce qu'il y a des cygnes et un qui est un peu noir. À côté, un jeune cygne encore qui est un peu gris-noir. Et puis, il y a moi. Je me dis, bon, moi, je suis vraiment le vilain petit canard, quoi. Et en même temps, il y a cette bouée. En même temps, il y a Notre-Dame derrière avec les travaux, le ciel très orageux, ce pont, cette eau, en mouvement. Il y a du danger. Il y a vraiment tout ce que j'aime, quoi. Oui. Vous avez, avec Starmania, les costumes étaient faits par Nicolas Ghesquer, qui est le directeur artistique femme de Louis Vuitton. Tout à fait. Quel est votre rapport à la mode ? Pareil. Dès que c'est théâtral, il y a quelque chose chez moi qui est touché. La première personnalité du monde de la mode avec qui j'avais travaillé, c'est Gareth Pugh, à l'Opéra de Paris. C'était un choix c'est un souhait que j'ai pu réaliser parce que l'Opéra de Paris m'a permis en fait de pouvoir le contacter et puis ensuite de créer les costumes d'un opéra qui s'appelait Heliogaballo. Et tout de suite, ce que j'aime quand je fais appel à un designer ou un créateur, une créatrice, c'est que c'est comme un monde qui vient dans le mien et le mien qui s'adapte au sien. Il y a quelque chose comme ça de l'échange entre le spectacle vivant, on se nourrit mutuellement. Donc Gareth Pugh, ça a été la première collaboration. Il y a eu Nicolas Ghesquer évidemment sur Starmania. Et là, sur la cérémonie, nous sommes quand même un pays de mode. Oui. Bien souvent, dans les cérémonies, il y a un ou une créatrice qui est choisie pour l'ensemble des costumes. De même que je crois que pour toutes les disciplines, moi j'ai préféré la mosaïque. Parce qu'on a tellement de talents dans ce pays, tellement de créateurs, de créatrices dans tous les domaines qui sont éblouissants et éblouissantes que en tant que directeur artistique, j'ai choisi d'abord de ne pas mettre en scène la cérémonie, mais bien de développer le concept et de lancer des invitations et des mariages, d'une certaine manière, enfin des collaborations avec des artistes venus du monde de la danse, du cirque, de la musique et des créateurs et de la mode, voilà, et de l'image. Alors qui, je ne vais pas vous le dire, mais si je vous dis, moi, les gens que j'aime, certainement vous allez deviner que je les ai appelés. Je ne peux pas vous en parler. Et oui, je vais tomber dans votre piège, bien sûr. Non, l'article du Vogue parlait de Kevin Germanier. Exceptionnel artiste. Oui. Exceptionnel artiste. Kevin Germanier, par exemple, oui, je lui ai proposé de signer les costumes, alors il n'y a que lui pour le coup, de la cérémonie de clôture. Ah, voilà. Super. Mais les athlètes porteront leurs uniformes. Alors, les athlètes. Oui, ça c'est différent. Ça c'est différent. Ils sont chacun habillés selon les délégations par le choix des fédérations. Oui. Donc ça pour le coup, je n'ai pas du tout à intervenir ici, je ne suis pas intervenu. Mais par contre, dans tous les tableaux artistiques, là pour le coup c'est le choix c'est mes choix et ceux de mes équipes. Pour le choix des créateurs et des créatrices. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une explosion et un déploiement de nombreux talents. Bon, on a hâte. Alors on est à un mois des JO, un peu plus. Quel est votre programme pour le mois qui arrive ? J'imagine que vous êtes dans les répétitions à fond. Et comment on fait les répétitions quand on n'a pas accès à la scène, puisque... Oui.
C'était l'un des enjeux. D'abord, comme il n'y a pas de modèle et il n'y a pas eu d'exemple dans l'histoire de ce type de cérémonie, il fallait aussi inventer, non seulement il fallait inventer la cérémonie, mais il fallait aussi inventer la façon de faire cette cérémonie. Donc ça, ce sont les équipes de Paris 2024 qui travaillent déjà même avant mon arrivée, parce que ce concept a été développé, comme je l'ai dit, il y a bien longtemps. Et donc ce spectacle est répété de manière morcelée. Donc en ce moment, nous sommes dans des hangars, dans des lieux cachés, des grands studios, à plein d'endroits, en Ile-de-France, mais pas que. Il y a aussi des répétitions qui se passent ailleurs, en France. Et donc voilà, moi je suis toutes ces répétitions, donc je vais d'un hangar à l'autre, d'un studio à l'autre. Les costumes sortent des ateliers, les décors aussi, et tout ça se construit. Et puis nous aurons sur les derniers temps, proche du 26 juillet, ce sera le moment où on va mettre bout à bout toutes ces répétitions, mais parce que nous sommes in situ, mais comme nous sommes en plein cœur de la ville et pour préserver la confidentialité, en plus on en fait une chose comme si on gardait des grands secrets d'État. C'est juste des secrets joyeux, c'est des secrets heureux, c'est des secrets qu'on veut préserver parce que l'une des émotions qui est peut-être l'une des plus joyeuses, c'est la surprise de découvrir ou un artiste ou un créateur, une créatrice, une direction sur la musique ou une direction esthétique générale. Je pense que si on allait voir, quand on regarde une série, un film, un spectacle, et que si on savait tout avant, on aurait moins de plaisir. Donc vraiment, cette question de la confidentialité, elle est pour préserver cette joie aussi, cette surprise, bref. Donc nous répéterons in situ, on est bien obligé, mais par contre nous répéterons de manière aussi, morcelée, c'est-à-dire que même si on se promène au bord de la Seine ce soir-là, on ne peut pas comprendre du tout. C'est un peu comme les magiciens. Les magiciens, quand ils doivent monter leur show, toutes les équipes techniques sont divisées, c'est-à-dire que personne n'est capable de comprendre le truc, comment est-ce que le truc fonctionne. Donc là, c'est un peu pareil. On verra des gens, certainement, sur les bords de Seine, mais on ne pourra pas connecter à ce qui se passera vraiment ce soir-là. D'accord. Et alors, après les Paralympiques, après les Jeux Paralympiques, quel est votre programme ? Mon programme, c'est dormir. Oui. Dormir, me reposer. Et puis processer, je crois. Je pense Vous craignez le baby blues de... Oh, je ne le crains pas, je l'attends. Je sais qu'il sera là. C'est une certitude. C'est une certitude. En fait, déjà, quand je sors d'une création, d'un spectacle de théâtre ou d'opéra, donc moi je mets toujours tout mon corps dans la bataille, je m'investis toujours autant, mais là on est sur des proportions qui sont si vastes que j'ai déjà des baby blues à ce moment-là, donc là je sais que j'en aurai un. Peut-être un gros même. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il faut processer, j'ai l'impression qu'il faut aussi se donner à soi le temps de digérer, parce qu'on va aller vite là, on va vite. On répète, on travaille, et puis ça va se dérouler, vous savez, d'un coup, en 3h30 que durera en gros la cérémonie, ce sera terminé. Donc le cerveau a passé 18 mois à, plus que ça même, à projeter quelque chose, et on a mis notre corps pour travailler, etc. Et tout à coup c'est terminé, mais tout de suite cérémonie de clôture, etc., etc. Donc je pense que nous allons traverser là aussi, nous, une sorte d'épreuve olympique. Oui. Et je pense qu'il faut de la récupération pour le corps, pour l'esprit, mais aussi de la digestion et processer, parce que moi je suis toujours à me dire, en tant qu'artiste, si j'ai rien à dire, ça sert à rien. Et pour avoir des choses à dire, il faut aller à la rencontre, visiter, rencontrer d'autres gens, lire, aller au musée, aller au cinéma, se nourrir en fait, se renourrir. Voilà, je crois que je prendrai ce temps-là. D'accord. Je suis même sûr. Bon, et bien merci infiniment. Merci infiniment à vous. Merci Thomas. Merci beaucoup. Merci à tous.